On rentre dans le dur à Roland-Garros. Si tu ne veux rien manquer de mes vidéos quotidiennes, n'hésite pas à t'abonner juste ici, mon trash à gauche. Je suis au taquet sur ce tournoi. Tsonga dit les termes et envoie un missile à la Fédération française de tennis et au tennis français en général. La situation de Nadal, on a plus d'infos et mon éclairage sur la pépite Andrieva. C'est le programme rafraîchissant de ton nouveau digest de Roland-Garros et on attaque juste après ça. Allez, on attaque ce côté réseau et on va prendre le temps sur le tennis français et je trouve des mots pertinents de la part de Joe qui sait de quoi il parle quand on est sur du tennis français. Alors d'abord, on a une séquence partagée par Prime Video hier et comme d'habitude, tout le monde s'est engouffré dans la brèche et elle réagit simplement sur ce petit morceau de 55 secondes. C'est toujours la même chose avec les réseaux sociaux, quoi. Les gens, ils regardent, ils cliquent, ils réagissent au quart de tour, ils n'ont pas le contexte, ils font pas l'effort de chercher par eux-mêmes la séquence complète. Toujours un peu la même histoire, donc il a dû se justifier sur des propos qu'il a tenus par rapport au fait qu'il n'avait pas accès à certaines parties, et bon, il n'a pas été assez précis manifestement, on parlait du Players Lounge où le staff et les agents peuvent se retrouver, donc il a demandé, il a eu finalement l'accès. Bref, ça c'est juste une histoire périphérique, on va se concentrer sur les propos de Joe, et je trouve vraiment intéressant. On écoute la séquence où il parle de la Fédération française de tennis, mais aussi les autres fédérations mondiales. Très pertinent, on écoute. Celui qui fonctionne le mieux, ça va être les Italiens, les Espagnols et éventuellement la Serbie, la Croatie, ces pays-là où en fait, en réalité, ils n'ont pas de fédé. Le message il fait quand même très mal, Espagne, Serbie, il explique en gros ces pays qui sortent des champions à l'appel, des très grands joueurs, ils sont pas accompagnés forcément par une fédération, c'est plutôt des initiatives individuelles et c'est là que se situe tout le problème et on doit expliquer ce qui se passe en France parce que peut-être que certains d'entre vous sont pas au courant, en tout cas le grand public est pas au courant, ça c'est sûr. Ça se tire dans les pattes. Il y a des guerres d'ego sur deux plans. D'abord, les structures privées, comme avec Tsonga qui a la All-in Academy, on a l'académie de Jean-René Lisnard, on a également Patrick Mouratoglou, qui sont dans les mêmes zones, tout ça. Donc on a à la fois une concurrence énorme sur les structures privées qui font que se tirer dans les pattes parce que vous comprenez, on veut récupérer les meilleurs espoirs, donc on est tous un petit peu en compétition. Et d'un autre côté, on a la Fédération française de tennis qui voit pas forcément ces initiatives privées d'un bon œil, vous pouvez le comprendre. Et donc on est vraiment dans une situation assez particulière où il n'y a pas du tout de synergie entre les pôles en France. Et ça, je pense que c'est l'une des raisons qui peut expliquer le fait qu'on n'arrive pas à sortir de très grands champions parce que quand on a des prospects, quand on a des espoirs, chacun va un peu se tirer la bourre. Il le dit aussi Joe, je suis un ancien joueur, ancien très grand joueur de tennis, j'aimerais pouvoir discuter avec les gens, etc. Et manifestement, on lui met des portes dans la tronche, quoi. Il y a également l'histoire de Louis Borfiga, peut-être que vous le connaissez, un formateur historique français qui a dû s'exiler au Canada parce que en France, ça collait plus, quoi. Et qu'est-ce qu'il a fait Louis Borfiga à votre avis au Canada? Il a sorti les Auger-Aliassime, les Andreescu, les Shapovalov, c'est lui en partie qui a fait partie de ça parce que t'as une vision sur le long terme, sur 5, 8 ans. C'est ça aussi la formation. C'est pas t'arrives comme une fleur et au bout de 2 ans tu sors un joueur. Non, c'est pas ça. Donc on est un petit peu trop dans le court terme et dans la guerre d'ego en France, ça c'est évident. Et je vous le dis en connaissance de cause, parce que j'ai parlé à des formateurs, j'ai parlé à des entraîneurs, je sais précisément ce qui se passe, et notamment dans le sud de la France. Il y a aussi quelque chose qu'on doit dire par rapport à la formation. Et là je vais peut-être choquer certains d'entre vous. C'est pas un boulot de 35 heures. Non, c'est pas ça. C'est pas tu vas au taf à 9h et tu rentres à 16h pour récupérer ton gosse à la sortie de l'école. Je suis désolé. Alors ça fâche peut-être de dire ça, mais c'est une vocation de former un jeune. C'est une vocation. Tu commences à 6h du mat, tu finis à minuit. T'as pas de vie. Tu dois te dévouer à ça. Et si tu le fais pas, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Les Espagnols vont le faire, les Russes vont le faire, les Serbes vont le faire, ils en ont rien à carrer eux. Donc il n'y a pas, je trouve, cette ambition, cette force de travail. Alors, on l'a un petit peu, mais dans les structures privées, notamment Jean-René Lisnard, avec qui j'ai eu le plaisir de discuter, je sais que c'est un énorme travailleur, énorme bosseur. Et qu'est-ce qui se passe dans ces petites structures? Vous avez Daniil Medvedev, vous avez Andreeva, dont on va parler dans quelques instants. C'est formé en France, ça. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est à la fois dans une concurrence nationale, mais aussi internationale et hyper compétitive. Et donc on peut pas se retrancher sur j'ai ma petite vie, je fais mon petit truc, j'ai mes week-ends. Non, non, non et non. J'ai mon salaire confortable. Non.
Et c'est ça aussi peut-être le problème des grandes fédérations. Alors on a posé la question justement à Nicolas Escudé, DTN de la FFT. Alors il a répondu, à un moment donné il va falloir qu'ils s'approprient leur projet. Ce n'est pas une fédération qui va faire que quelqu'un va gagner un grand chelem. Bon, c'est sûr, hein, c'est le joueur qui tient la raquette, c'est lui qui s'empare de son projet, mais bon, la Fédé peut quand même un petit peu aider. En bleu ciel, c'est avant tout le joueur qui va avoir à aller chercher ça, la fédération va être à ses côtés pour l'aider, donc il répond à ça. Après, de savoir si à un moment donné, on n'a pas trop aidé nos joueurs, c'est un débat perpétuel. Alors, d'une manière assez amusante, c'est un article exclu l'équipe, donc n'hésitez pas à vous abonner à l'équipe hein, si vous voulez le lire en intégralité. Je vous montre juste un petit passage qui va vous éclairer, donc c'est Christophe Bernel sur le mental, la psychologie en tennis. Alors il a sorti un livre hein, il y a quelques jours manifestement, où il est en train de le sortir. Pourquoi votre expérience n'a-t-elle duré que 16 mois? Au 1er janvier en 2020, je suis le premier médecin chargé du pôle préparation mentale de la DTN, le premier à temps plein, parce que la DTN de l'époque, Pierre Chéret, comprend qu'il a 16 entraîneurs de tennis, 8 entraîneurs physiques, mais 0 chargé du mental à la DTN à temps plein. Hallucinant. Hallucinant en 2020 de ne pas avoir quelqu'un à temps plein, là on parle pas de prestataire extérieur, non, quelqu'un à temps plein qui s'occupe de ça, et il n'y en a pas. En rose il dit, finalement au bout d'1 an et demi, Escudé me vire. Alors comment est-ce que vous l'expliquez? Il m'a dit qu'il a fait une formation préparation mentale et que c'est un vrai métier, sous-entendu ce n'est pas le mien. Moi je n'y connais rien, je suis un psychiatre, j'ai fait 10 ans de médecine, je travaille depuis des années avec les adolescents, et je joue toujours au tennis, c'est ma passion. Bon, quand on entend ça, donc vous voyez, hein, est-ce que on a vraiment encore compris ces problématiques à la fédération? Dans les structures privées, peut-être que c'est quelque chose qui a déjà un petit peu mieux avancé. Donc vous voyez, hein, c'est un énorme capharnaüm, c'est un bordel, et ça vous explique aussi à quel point c'est difficile de sortir une pépite dans ces conditions. En parlant de pépites, c'est l'anniversaire de Rafael Nadal et on a quelques nouvelles. Une opération pour Rafa, vous le voyez opéré au niveau du psoas. Alors c'est une intervention qui consiste en une arthroscopie au niveau de la cuisse gauche, c'est-à-dire une ou plusieurs petites incisions qui permettent de visualiser l'intérieur de l'articulation, etc. avec une mini caméra. Rafa qui a tweeté Hola a todos, hein, la classique, et il a expliqué en termes de délai. Je vais commencer immédiatement la rééducation fonctionnelle progressive et le processus de récupération normale qu'ils me disent est de 5 mois si tout va bien. Donc on est début juin, 5 mois, donc à chaque fois qu'on le verra sur un cours de tennis, il faudra kiffer. Hein. Allez, on enchaîne mes très chers goths avec le coin tactique et je vous propose un éclairage particulier aujourd'hui. On se fait plaisir, les matchs masculins sont pas vraiment intéressants, je vous l'avoue, donc j'avais vraiment envie de me faire un kiff et de vous parler de cette petite pépite, justement, Elite Tennis Center de Jean-René Lisnard, formé dans le sud de la France, comme quoi en France on sait former quelques petits jeunes. Alors Andreeva, c'est 16 ans, elle paraissait comme une adolescente en face de Coco Gauff qui a 19 ans et on a vu un premier set d'une qualité, je trouve, assez merveilleuse, 6 breaks au total, et Andreeva ici dans cette position qui va envoyer un missile long de ligne, mais qui globalement a un petit déficit encore de puissance, on le voit surtout par rapport à Coco Gauff, enfin, en revers ça a été monstrueux, donc on est assez loin des Rybakina, des Swiatek, des Sabalenka à ce niveau-là, mais elle a le temps encore de progresser bien sûr. Et dans cette première manche, on a quand même assez vite vu les qualités à la fois tennistiques, mais aussi mentales d'Andreeva, le culot ici, un deuxième balle, on va chercher un service très risqué au T sur une balle de break où potentiellement Coco Gauff va servir à 5-4. Donc je trouve que c'est ça dénote d'un certain état d'esprit, d'un certain tempérament également. Andreeva qui a expliqué à l'équipe il y a quelques jours, alors parfois j'ai des plans de jeu avant d'arriver sur un cours, mais essentiellement mon tennis c'est de l'instinct, et quel instinct! Elle a les belles amorties, elle a un sens du jeu, elle a un QI tennis, elle a une compréhension du bon coup au bon moment. Certes, ça va exploser dans le deuxième et dans le troisième set parce que mentalement et physiquement, elle va complètement chuter. Mais je pense que dans le premier set, on a vu vraiment des promesses qui peuvent nous laisser espérer d'un super potentiel. Au niveau tactique, on a vu des choses très pertinentes. Alors ça va contredire les petits loustiques qui disent ouais, le tennis féminin c'est de la D, on s'embrouille, c'est nul. Non, il se passe des choses aussi, il y a des joueuses qui pop, il faut pas forcément juger comme ça sans connaître. Alors, des moonballs en pagaille du côté d'Andreeva, mais j'ai trouvé ça intéressant, il y avait pas mal de vent, c'était très tourbillonnant, et la moonball, on l'a vu avec Novak, on en a parlé hier, on l'a vu avec Rafa, on l'a vu également avec Carlos Alcaraz, on l'a vu avec Mats Wilander aussi à l'époque, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, historiquement sur terre battue. Qu'est-ce que ça veut dire la moonball? Ça veut dire que t'es à 4 mètres de la ligne de fond, tu veux te replacer dans le court, en plus quand il y a du vent c'est super, hein. Donc tu mets une balle longue, profonde, bombée, et tu espères de ton adversaire soit un coup un peu neutre,
sur lequel tu vas pouvoir rentrer et mettre une pastèque, ça commence à être le bordel, hein, la palette là, soit tu repars sur une série de Moonball et t'attends en fait que ton adversaire parte dessus, parte à la faute éventuellement. Séquence litigieuse aussi dans ce match, hein, avec Andreeva qui va satelliser une balle ici, fin du premier set, dans le public, et ça, logiquement, bon, ça peut se payer cher, je crois. Hein. On a des exemples il y a quelques temps avec certains joueurs, vous les connaissez, donc ça a été un petit peu limite. Elle a pris un warning, alors peut-être que l'arbitre a fait preuve de mansuétude. Dernière petite palette sur ce match, alors on voit Andreeva qui va lancer sa raquette tout timidement comme ça sur le sol après un break. Bon, on peut comprendre la frustration, elle a pas cassé sa raquette, voilà, aucun souci particulier à ce niveau-là. Benoît Mélin qui a tweeté « Mira Andreeva jette sa raquette violemment au sol ». Benoît, le dosage, faut faire gaffe, hein. Faut pas mélanger les produits, Benoît. Mais bon, c'est toujours un peu le problème hein, quand tu dis tout et de son contraire pour faire des vues et des likes. On enchaîne avec la reco du jour, les matchs de demain, et on a deux pépites. Alors je vous troll pas, hein, forcément, on a Carlos Alcaraz face à Musetti. Ça va être une dingue. Je vous fais le digest, je pense, 1 heure après ça. On aura Novak également contre Varillas à surveiller. Titi aussi, hein, attention, le grec est chaud patate depuis le début du tournoi. Il y a quelques petits moments de moins bien forcément dans ces matchs, mais on peut avoir un quart de finale là, Titi passe, Alcaraz ou Musetti, ça va être super intéressant à suivre. On se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des fraises. J'ai dit manger des fraises, hein, pas sucrer les fraises. Ça c'est Benoît Mélin.